Alors peut-être un mot pour présenter ces figures que vous connaissez et qui vont commenter précisément la place de la figure de Lénine dans les luttes en Suisse romande, témoigner de leur militance avant tout. Marianne Huguenin, ancienne députée cantonale, nationale du POP vaudois et syndic de Renan, Anaïs Timothée, qui est politologue, qui a été présidente du POP du canton de Vaud, Marcel Lavanchy, du Parti du Travail de Genève, merci d'être parmi nous, ancien conducteur typographe à la Voix ouvrière. J'hésite à dire que c'est l'élite ouvrière, le typographe, il me semble. Adrien devrait nous confirmer, mais qui a... Typo offset. Voilà. Sur les machines. Sur les machines. Mais les relieurs, les typographes, etc., ont souvent joué un rôle très capital dans les mouvements de la classe ouvrière. Jean-Marie Maillan, qui nous vient d'encore plus loin, POP du Valais, enseignant retraité, auteur et collaborateur à la Voix populaire, et puis Titouan Renard, à ma gauche, membre des jeunes du POP vaudois. Tu es ingénieur et tu vas très prochainement débuter un master en économie politique, ou c'est déjà fait? Prochainement. Voilà, prochainement. Comme il se doit d'économie politique, me disait-il au téléphone. Alors, quelle représentation avez-vous de Lénine? Est-ce qu'il participe encore de votre imaginaire militant? Est-ce qu'il y a d'autres théoriciens ou d'autres figures de révolutionnaires qui ont plus d'importance encore que celle de Lénine? Est-ce que votre militance tient avant tout à l'épreuve du réel ou à une socialisation familiale? C'est peut-être les questions que j'ai envie de vous poser aux uns et aux autres. Et peut-être qu'on va commencer avec Marianne. Marianne, tu me disais avoir intégré le POP en 1969, un an après la répression des événements de Prague, et un an aussi après mai 68, qui incitait peut-être à choisir la voie de ce que Florian Gulli appelait le gauchisme. Oui, c'est vrai. Alors, il y avait ces deux choses qui étaient très fortes en même temps. Effectivement, Prague, mai 68. Mais moi, une année après mai 68, j'étais dans une ville ouvrière avec un POP fort. J'étais à part ça dans un milieu qui n'était pas du tout un milieu ouvrier, puisque mon père était au contraire patron d'une usine, mais où quand même l'importance de la vie ouvrière était là. Elle faisait partie de la ville, elle faisait partie du monde. Et mai 68, pour moi, l'évolution de mai 68, c'était la démonstration hyper claire que les étudiants tout seuls ne pouvaient pas changer le monde. Qu'il fallait que la classe ouvrière entre dans la bagarre politique, et puis que c'est ça qui avait donné, au fond, à mai 68 une importance beaucoup plus grande. Et puis, effectivement, il y avait la Tchécoslovaquie. Moi, ça m'était évident. En 69, en plus, il se trouvait que j'étais allée à Prague en 69. Un an après les événements, au moment où ils fermaient la frontière. Je connaissais des gens, enfin, voilà, ça m'était évident que l'URSS telle qu'elle était, elle ne faisait pas envie, c'était pas un modèle, et le Parti du Travail avait condamné assez nettement, on va dire. J'ai même retrouvé son texte, pour ceux que ça intéresse, si je lis, l'intervention en Tchécoslovaquie de 68. Donc je suis adhérée à un parti, d'une part, parce que je ne voulais pas être dans un monde d'intellectuels fils de bourgeois comme moi. J'ai adhéré au parti au moment où les gauchistes partaient. Une partie des trotskistes, enfin les trotskistes, les maoïstes partaient. On était restés très peu de jeunes au parti. Et moi, j'avais ce mouvement inverse de me dire, je rejoins un parti où il y a des ouvriers, où il y a une classe populaire, et je rejoins un parti qui a condamné l'intervention tchécoslovaque, qui restait lié à l'URSS. On peut en reparler après, ce que représentait l'URSS, le stalinisme et tout ça. Mais voilà mon parcours assez peut-être atypique à l'époque. Merci beaucoup. C'est vrai que sans être polémique, il y a un parti communiste révolutionnaire qui est en train de se montrer dans nos régions. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de la sociologie de ce parti par rapport à celle du POP. Est-ce qu'on a là aussi une représentation à la fois du monde académique et du monde du travail? C'est un point qu'on discutait avec Marcel lorsqu'on s'est appelé pour préparer cette rencontre, ou avec Lucas Schallbetter, le président actuel du POP. Pour toi, c'était vraiment nécessaire d'avoir cette interaction avec le réel? Ah, mais moi, c'était hyper clair. Je ne voulais pas, et c'est vrai qu'on s'est croisés avec un certain nombre de jeunes qui étaient des amis, qui étaient à l'Uni, qui militaient au POP de Châteauroux, et eux étaient en train de se préparer à le quitter. Puis moi, je leur ai dit, mais je suis désolée, moi, je ne viens pas pour ça. Et j'avais très clairement cette vision que je
que des intellectuels petits bourgeois. Je voulais en partie avec des gens de tous les milieux sociaux, de tous les âges, représentants des milieux populaires, et il y avait ça au Leclerc à chaque fois. Il y avait aussi des intellectuels, bien sûr, mais c'était en partie mélangé et populaire, ça m'était hyper clair. Quand je suis venue à Lausanne, c'était la même chose. Quand je suis venue à Lausanne, la scission trotskiste, ils étaient partis déjà. Donc on était très peu de jeunes, ce qui ne nous a pas empêché, je salue Jacques qui est là-bas, au début des années 70, de créer des jeunesses communistes suisses. Parce que justement, on lisait les lignes, ça représentait quelque chose pour nous, on lisait un peu, comme tout le monde, on n'avait pas que la lecture. C'est vrai qu'on lisait le gauchisme aussi, bien sûr, parce qu'à nouveau, on était plutôt, il y a Suzy qui est là aussi, au fond, on était très peu de jeunes à cette époque, au Parti du Travail, il y avait un peu un clash générationnel, on était à 20-22 ans avec des gens qui en avaient peu, qui en avaient 40, mais quand même un petit peu, et puis certains qui en avaient 60 ou plus, mais et puis nous, on a tenu notre ligne, au fond. On a même réussi à créer des jeunesses communistes suisses. Quelles sont les luttes qui t'inspiraient à l'époque? Souvent, on parle de mai 68 comme étant un combat contre l'autorité, celle des mandarins, enfin, l'autorité familiale aussi. Hein. On en fait souvent une lutte sociétale, comme on dirait parfois aujourd'hui, une lutte pour des mœurs davantage libérées. Or, la question du Vietnam dominait à cette époque-là. Alors, il y avait le Vietnam, évidemment. Moi, je me souviens, c'était hyper fort. Il y avait les bombardements d'Hanoï. Je me vois distribuer des tracts au Locle. C'était fou parce qu'à sortir des usines à midi, les ouvriers passaient à pied. Ceux qui connaissent le Locle, c'est en pente, il y a un plat au milieu. Les ouvriers se croisaient dans le fond du Locle et ils étaient la plupart à pied, quoi. Et on distribuait, il y avait ces bombardements au Vietnam. Il y avait le Chili. Dans les trucs internationaux, il y avait l'espoir d'Allende en 70, il y avait le coup d'État au Chili, il y avait encore les colonies portugaises. On vient de fêter le 25 avril, les 50 ans du 25 avril. On avait des manifestations contre la présence du Portugal colonial au comptoir. Il y avait l'Espagne franquiste encore, il y avait les nationalistes basques qui étaient garrottés, il y avait les manifs là-dessus, il y avait Franco et Salazar en Europe. C'est vraiment des trucs qu'on oublie. Donc ce contexte international était très présent. Le contexte femme, il est venu plus tard au POP. Le POP était un parti, honnêtement, avec pas mal de femmes qui prenaient des places, un parti féministe. Les âgés et les plus jeunes, Charlotte Muret, Jean Vaux, Anne-Catherine Ménétré à ce moment-là aussi, enfin j'entends, on avait notre place. C'est plus tard qu'on a eu envie de faire des groupes femmes et des choses féministes. On essaie de faire des choses pour les apprentis, de ne pas seulement être dans les universités, mais de se bagarrer pour les apprentis. On avait des initiatives du parti au niveau de l'APS, la lutte contre le deuxième pilier. C'était un truc assez fondamental. On était très engagés là-dedans. C'était un problème politique assez clivant parce qu'on était seuls. Le PS et les syndicats avaient soutenu le deuxième pilier, n'avaient pas soutenu notre initiative pour de véritables retraites populaires. Donc on avait tous ces combats-là qu'on faisait avec le parti aussi. Merci, on va passer à Marcel. Marcel, j'ose à peine dire ton âge. Tu vas avoir 84 ans dans le 10 mai. Voilà. Le 10 mai. Donc, et peut-être juste. Rapidement, parce qu'il s'est tout dit aujourd'hui. Donc, je n'ai pas grand-chose. Je me sens un petit peu mal à l'aise dans la mesure où, quand j'ai vu le planel de participants, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais leur dire que j'ai mal au dos, je ne vais pas y aller. Et puis, pour finir, il y a 3 camarades qui se sont inscrits. J'ai dit, bon, il faut que j'y aille, il faut que je prenne ma voiture. Il y avait des fils de voiture dans un sens, des fils de voiture dans l'autre. Le camarade, tu as vu tous ces gens qui vont à la conférence du parti sur les gens du passe qui arrivent dans l'autre sens, ils se courent, il faut leur dire que c'est là-bas. Donc, on ne peut pas plaisanter ce genre de choses, mais aujourd'hui, c'est tout dit. Oui, beaucoup de choses. Alors, pour moi, Lénine, qu'est-ce que c'est? C'est l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Donc j'ai lu pratiquement les 3 volumes, mais j'ai foutu en l'air le bouquin, j'ai enlevé des paragraphes quand je partais en vacances, parce qu'on ne peut pas se farcir 3 bouquins de Lénine, même en 2 mois. J'ai lu la Bible en entier, j'ai lu plus de 400 bouquins, ce n'est pas pour ça dire que j'ai le droit plus à la parole que les autres, donc je vais être rapide dans ce que j'ai dit, simplement que moi j'avais un père qui était dans une cellule communiste à l'armée pendant la mobilisation. Donc, ma mère a avorté plusieurs fois avec des aiguilles à tricoter. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore l'IVG.
Donc mon père, ils m'ont fait parce que ça lui faisait plus de jours de congé et un petit peu plus de prestations. Mais ils m'ont aimé. Hein. J'ai eu une enfance extraordinaire. Ma mère est tapenzelloise. Et quand mon père lui a dit, écoute, je suis marxiste, parce qu'ils sont connus dans une salle de gym, quand mon père lui dit, ça fait rien, je t'aime, elle ne devait pas savoir ce que c'était que Karl Marx. Donc, non, mais c'est la vie, hein, c'est une tragicomédie. Donc, tout ce que j'ai vécu, donc en 1956, j'adhère au parti. Mon père a fait de la tôle à cause de Lucien Tronchet, l'anarcho-syndicaliste qui a fait la guerre d'Espagne, qui a tourné sa veste, qui a travaillé avec la FLCIO, et qui est revenu avec plein de pognon. Il lui avait proposé de l'argent, une Citroën 11 chevaux. Il n'a pas marché. Il y avait peut-être que les camarades le savent déjà, mais il avait organisé il a fait 2 fois une semaine de grève avec des fêtes, avec le parti, des fêtes des Catherinettes, pour ramasser du fric pour faire des caisses de soutien pour les grèves. Donc ça n'a pas plu aux camarades Tronchet à l'époque. Et voilà, il s'est fait donc virer à Genève, il était réélu, mais sur le plan national, Tronchet était à l'Union syndicale suisse, et il s'est fait virer parce que c'était un affreux communiste. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai vécu ça chez moi, et en 1956, quand j'ai adhéré au parti, juste avant les événements, c'était après, je ne sais plus, mon père m'a dit, mais tu sais ce que tu fais? J'ai dit, oui, je sais, parce que lui, il donnait des cours de marxisme, mais ça n'a jamais été un idéologue ou un carré, justement, c'est un analyste de la société. Et tout ce qu'on a entendu ce soir, ça répond, on n'est pas en 1917 aujourd'hui, on est en 2024. On peut aller plus tard. On commence à faire des pédales, c'est pas mal. Donc, gauchisme, sanction du péché opportuniste, tout ça, je l'ai lu, je n'ai pas tout lu, non, c'est pas possible. Mais les questions se posent toujours aujourd'hui avec la même acuité, avec d'énormes différences. Donc, 56. 68. Tous les problèmes qu'on a eus avec des camarades, on n'a pas exclu, on les a suspendus. Et quelles divisions ils ont eues entre eux après? Tous ces jeunes camarades qui venaient, les intellectuels, on en a besoin, mais il faut qu'ils comprennent ce que c'est que les classes travailleuses, ouvrières. Il faut qu'ils se mettent au niveau des gens, des locataires, qui ont d'autres soucis que de mettre en commun les grands moyens de production et de nationaliser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut d'abord venir au syndicat pour lutter pour le bistec, et puis ensuite, si nous on est là pour expliquer qu'on ne peut pas s'arrêter là, si on veut vraiment faire de l'écologie, si on veut vraiment changer, il faut contrôler l'économie. Donc, en 1956, j'étais aussi dans la Vauvrière quand ils ont attaqué le journal. J'ai cru que je me pissais dessus parce que ça fait un bruit énorme. Il y a des cailloux qui sont arrivés là. Et on a renvoyé, parce qu'on avait des dizaines et des dizaines de camarades, on avait plein des ateliers, on avait sur le toit. Il y a des camarades, des menuisiers qui sont venus, ont mis des planches sur les machines, donc les cailloux ne sont pas tombés dans la rotative et sur les machines. Ça veut dire que le lendemain, le journal il sortait et on a pu continuer à bosser pendant 10 jours. On a dormi sur des matelas pneumatiques et une dizaine de camarades se sont relayés pour être présents dans l'imprimerie. Donc tout ça, je vous le raconte parce que c'est un vécu qui est tellement fort. Savoir que quand j'étais gamin, en 55, 56, mes parents, il n'y avait rien chez nous, hein, il y avait 4 chaises de table, il y avait par contre la carte de l'Europe avec des petits drapeaux rouges et des petits drapeaux noirs. Et pour les camarades du parti, il faut aussi comprendre l'attachement qu'on a eu un certain temps à part après, quand il y a eu Khrouchtchev qui a dénoncé tout ce qui s'était passé. C'était la bataille de Stalingrad, la résistance de Leningrad aussi. C'était pour les camarades une libération, vous ne pouvez pas vous imaginer ce vécu. La plupart des bourgeois étaient pro-nazis. Donc, nous, on a eu le général Guizot qui était assez marieux pour dire aux wagons, ils vont traverser la Suisse avec le charbon et l'acier entre l'Italie et l'Allemagne, mais on n'aura pas besoin d'aller bouffer des macaronis dans les montagnes, dans nos fortins. Donc, ça, il a réussi à s'arranger. Donc, ça veut dire que c'est un vécu très fort et c'est clair que quand il y a eu le rapport Khrouchtchev, on n'a pas voulu, on ne pouvait pas y croire ce qui se passait. On n'a pas voulu croire certains camarades qui ont vécu ça. Bon,
Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il s'est dit beaucoup de choses, mais je voudrais quand même, par rapport à ce qu'on a vécu et le militantisme que j'ai eu au syndicat, on a fait des grèves pour les 40 heures pendant 3 jours et demi. J'étais membre de comité de locataires. Encore dernièrement, pendant 18 ans, on avait plusieurs dizaines de locataires. En 62, 63, on a fait des pétitions pour des histoires de store. À 70, pour des augmentations de loyer. Il y avait Grobet, il y avait d'autres camarades, le NPF aussi, le Parti Socialiste, les socialistes de gauche, Grobet et Darflon. Dernièrement, j'ai arrêté, j'ai fait 18 ans dans un immeuble où il y a 100 boîtes aux lettres. Ça veut dire que le contact avec la population, je crois que je l'ai eu. Je suis entraîneur dans un club de boxe. J'ai des camarades maghrébins qui respectaient le ramadan. Donc, tout ça, il y a la religion, cette bataille qu'on a menée, elle est toujours difficile. Je suis dans un club de danse, donc j'ai aussi des contacts des gens qui se foutent de la politique. Alors, je voulais simplement dire ceci, par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir, et je vais très vite. La conscience de la classe n'est pas spontanément révolutionnaire, et nulle théologie ne vient garantir son adhésion aux idées d'émancipation. Même dans une situation où le capitalisme semble être plongé dans des convulsions d'une violence inouïe. La vision d'un marxisme s'emparant irrésistiblement des masses grâce à l'action pédagogique des organisations qui s'en réclament a été balayée, bon ça c'est un terme trop fort, par l'impuissance de ces derniers à empêcher le désordre. Donc on parle du montée des nains, du fascisme et du nazisme, mais aujourd'hui ça continue, hein, le nationalisme il est partout, y compris dans les anciens pays du socialisme réel. Et puis, le passage de la classe, je m'excuse, empirique au statut de force unifiée et agissante est un problème redoutable, synonyme d'une lutte du prolétariat sur 2 fronts, contre l'adversaire de classe, bien sûr, mais aussi contre lui-même, contre les effets dévastateurs et dégradants du système capitaliste sur sa conscience de classe, le consumérisme et tout le reste. La critique de moi, bref, je m'arrête là, parce qu'en fait, j'ai tout dit. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être. Un mot encore, peut-être, Marcel, un mot encore avant de passer la parole à Jean-Marie. Un mot encore, tu as vécu une expérience que beaucoup de jeunes, par définition, n'ont pas pu vivre, les pays de l'Est. Tu es allé 2 fois en Bulgarie. Est-ce que ça a contribué à renforcer ou à ébranler tes convictions? Après coup, ça n'a pas ébranlé mes convictions, mais je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal. Quand j'étais au Festival mondial de la jeunesse en 1956, il y avait déjà eu le rapport Khrouchtchev. Donc on sentait qu'il se passait quelque chose, malheureusement ça n'a pas été jusqu'au bout. Il s'est fait virer, Khrouchtchev. Donc quand j'y suis retourné en 1970, parce que je vendais bien la voie ouvrière, puis qu'on faisait du porte-à-porte, on a fait Leningrad, on était sur des catafalques, là, où il y avait des centaines de milliers de morts. On est descendu en Arménie, on était à Moscou, et quand on était reçu par la Pravda, je me suis engueulé avec un directeur de la Pravda, parce que je n'étais pas d'accord. Ouais, j'abrège. Quand en 1956, j'ai été au Festival mondial de la jeunesse, je n'ai pas pensé que c'était nécessaire d'aller voir un cadavre, d'aller voir un mausolée. Par contre, j'ai lu du Lénine. Donc il y a aussi beaucoup de personnes ou de gens qui défilent sous des portraits et qui n'ont jamais lu ce qui se passait, y compris ceux qui lisent la Bible, qui sont croyants, qui n'ont jamais lu la Bible. Donc il faut lire ces textes. C'est pas nécessaire d'aller. Je m'excuse, hein, c'est un peu malhonnête ce que je dis, mais j'avais pas. Et en septembre, j'y ai été en disant, est-ce que je suis obligé d'y aller? Il m'a dit, bah oui, il faut y aller, c'est une question de politesse. J'y étais, mais ça ne m'a pas servi à rien. Je ne suis pas rentré mauvais en rentrant, et puis bon, de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup. On passe à Jean-Marie. Le marxisme-léninisme est l'une des sources de ta militance, mais elle est loin d'être unique, cette source. Ton panthéon est plus généreux que ça. Voilà, exactement. Bon, je vais juste dire quelques mots de ce qui m'a amené à faire de la politique dans cette partie de la gauche, pas dans une autre. Disons, bon, moi je suis né dans une famille aussi modeste, hein, de petits artisans. Et mon père était très anticapitaliste, et moi depuis que je suis jeune, je suis anticapitaliste.
Mon père ne voulait absolument pas que j'entre au Parti du Travail, même si j'étais abonné à la ouvrière. Mais donc, j'ai mis très longtemps avant d'adhérer au parti. Mais c'est vrai que cet anticapitalisme, c'est un peu ce qui m'a mû durant toute ma vie, mais c'est un anticapitalisme qui n'est pas théorique aussi, parce que moi, j'ai toujours été très soucieux, effectivement, d'améliorer la vie des gens. Hein. Et philosophiquement, quand j'ai fait des études de philosophie, c'est vrai que mes maîtres, c'était pas des marxistes, hein, parce que Marx, c'est un philosophe qui a été influencé par l'idéalisme allemand. Pour mon compte, je suis absolument opposé à l'idéalisme allemand, et j'ai été plutôt influencé par la pensée empiriste britannique. Alors moi, je suis plutôt un socialiste d'inspiration britannique. Curieusement, disons, souvent les socialistes britanniques sont plutôt modérés. Hein. Alors moi, je suis un socialiste d'inspiration britannique qui n'est pas modéré. Voilà. Bon, mais c'est vrai que j'étais. Mais c'est vrai que tout au long de ma vie aussi. Alors j'ai lu beaucoup d'auteurs. Hein. J'ai lu les utopistes. J'ai lu Proudhon. Après au XXe siècle, maintenant je m'intéresse à la décroissance, je m'intéresse à Jean-Claude Michéa, n'est-ce pas, etc. Pourquoi? Parce que je trouve que aussi pour nourrir le militantisme, une seule pensée n'est pas suffisante. Voilà. Alors, disons, bien sûr, pour parler de Lénine, je trouve absolument extraordinaire la pensée de Lénine, hein, cette façon tellement incisive qu'il a de parler, cette façon tellement claire qu'il a de dire les choses, cette force hein, qu'il a, c'est extraordinaire. Mais voilà, moi j'ai fait un reproche à Lénine, il était trop marxiste. Voilà. parce que j'ai l'impression que Lénine il adhère au marxisme un peu comme à une religion. Hein? Bon, visiblement, il a été vraiment complètement bouleversé par la découverte de cette pensée. C'était aussi à une époque où on croyait, n'est-ce pas, que la science, elle pouvait tout résoudre, et puis où on croyait même qu'il y avait une science, n'est-ce pas, qui pouvait tout résoudre, c'était la science économique, socio-économique, hein, qui avait été développée de manière excellente par Marx et Engels. Alors voilà, donc pour moi, c'est vrai que pour aider à se battre et à progresser dans une cause difficile, eh bien, une multitude, je dirais une multiplicité, en tout cas peut-être une multitude même de pensées différentes sont vraiment utiles. Parce que c'est comme l'histoire de l'éléphant, hein, voilà, hein, celui qui a touché la jambe de l'éléphant, il a dit c'est un tronc, celui qui a touché la trompe, il a dit c'est un tuyau, etc. Donc, vraiment, je pense que tous les gens qui ont écrit pour se battre en faveur d'un monde meilleur, je pense que tous ces gens, ils ont chacun vu quelque chose d'important. Voilà. Hein, je dis par exemple, c'est clair que Marx, son analyse du fonctionnement du système capitaliste, son analyse de la dynamique de la lutte des classes, c'est certainement extraordinaire. Mais par exemple, quand on lit Proudhon, par exemple, il y a toute une réflexion sur l'articulation entre l'autonomie et l'organisation qui est extrêmement intéressante. Et il y a d'autres aussi philosophes qui se sont intéressés au mouvement coopératif, etc., qui apportent aussi des éléments très intéressants, mais que justement une certaine réflexion marxiste aide aussi à corriger, parce que c'est sûr que par exemple le coopérativisme il peut aussi déboucher sur une concurrence négative entre les coopératives, par exemple. Voilà, donc pour moi, donc, quand on me demande ce que je suis, je dis
toujours je suis aussi marxiste. Voilà, c'est ça, et donc aussi marxiste et aussi marxiste-léniniste, voilà, n'est-ce pas? Mais pas seulement, voilà, pas seulement, et je dirais même pas prioritairement. Alors bien sûr, je sais qu'au parti, il y a un certain nombre de personnes qui tiennent à l'identité marxiste du parti. On en a discuté dans le parti. Moi, je fais partie de la minorité qui n'y tient pas. Donc voilà. Et puis, mais je veux dire une chose aussi, pour préparer cette soirée, j'ai lu ou relu un peu Lénine, et puis j'ai remarqué quelque chose d'extrêmement positif, extrêmement important que Lénine souligne, c'est qu'un parti doit être organisé et uni. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Mais seulement, je pense que, enfin, pour mon compte, il me semble que ce qui est le plus important, c'est l'unité d'action. C'est l'unité d'action et pas nécessairement l'unité de pensée. Oui, je lisais sur le site du parti du Valais la recension d'un texte de Guillaume Fondu, Que faire de Lénine. Oui. Tu en rends bien compte, effectivement, sur la question du coopérativisme, il en dit la positivité, le fait de faire l'expérience de la gestion et du contrôle collectif de la production, et il en dit effectivement cette limite que tu rappelles, la possibilité parfois d'une vision un peu partielle de la réalité et cette compétition qui peut s'instiller entre les coopératives. La question de l'organisation fait bien lien avec ce dont Titouan a à nous parler, je crois. Tu as 25 ans et tu l'évoquais lorsqu'on a préparé ce moment. La séquence est plutôt propice au populisme et au mouvementisme. Tu vas finalement faire le choix des jeunes du POP. Est-ce que tu peux nous expliquer cette généalogie? Ouais, donc moi j'essaie de répondre à deux questions avec mes notes. Il y en a une, c'est bon, comment tu tombes sur Lénine en 2024? Parce qu'en vrai, c'est pas majoritaire comme pensée, c'est pas un truc auquel tout le monde se réfère. Et pour moi, et je pense que je suis pas seul, ça vient d'une séquence historique qu'on a vécue. Et puis la deuxième question à laquelle je voulais répondre, c'est bon, t'en fais quoi une fois que tu es tombé sur Lénine? Comment tu mobilises ces histoires-là? Et donc, bon, sur cette histoire de la séquence historique, c'est effectivement, nous, enfin, ma génération, les gens qui ont, je pense, entre 20 et 25 ans, on a grandi dans une séquence où il y a deux forces à gauche, c'est l'histoire du mouvementisme. Donc, je sais pas, en Suisse, on a la grève du climat, on a BLM, on a RFM, BLM, Black Lives Matter. Et puis, un peu dans l'espace je sais pas, occidental, il y a tous les populismes de gauche. Donc, il y a Mélenchon, il y a Podemos, Syriza, qui ont quand même eu, même si on n'a pas eu ça en Suisse, mais qui ont quand même eu sur notre conception de ce que c'est qu'être de gauche à nous, en fait, c'est les premiers trucs qu'on a rencontrés, parce que comme c'est hégémonique, c'est la seule gauche qu'on a connue pendant. Et donc, nous, on a grandi avec ça dans les mouvements apolitiques, citoyens, genre grève du climat, Black Lives Matter, etc. Et donc, on a vu comment ça se passait dedans. En tout cas, pour ma part, j'ai vu comment ça se passait dedans. Donc, qu'est-ce qui les décrit? En fait, déjà, il y a la question d'un idéal démocratique très fort qui va en fait précéder sur les questions sociales. Donc, tu as une importance plus grande qui est donnée à la démocratie qu'à la structure de la société et aux questions de classe. Et donc, la démocratie, en fait, est une fin en soi. Donc, voilà. On voit que c'est les mouvements qui ont beaucoup de mal à tenir dans la durée. Et c'est pas très difficile, sans avoir de théorie politique très élaborée, de diagnostiquer que c'est pas mal dû au fait que, en fait, il y a un rejet complet de la structuration de l'organisation, et puis de formaliser en fait qui a les responsabilités, comment les décisions sont prises, etc. Et donc ça se pète la gueule assez facilement. Et puis en fait, additionnellement, le fait d'avoir une direction qui est vraiment pas claire, ça empêche d'avoir une pensée stratégique. Ça fait qu'on est toujours, en fait, on fait toujours du suivisme. On est toujours en fait, on tombe dans toutes les tares du spontanéisme que Lénine décrit. Et le truc rigolo, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu Lénine pour le voir. Il suffit d'avoir des yeux. Et donc, comment on tombe sur Lénine? On tombe sur Lénine parce qu'on voit qu'il dit la même chose que nous, en fait. On voit les trucs foirés et puis on se dit, ah, très bien, pourquoi ça foire? Moi, j'aimerais bien plus de structure. Qui parle de structure? C'est limite un plagiat par anticipation, on a l'impression. Oui, parce que la situation amène la théorie et puis après, tu vois que quelqu'un a mieux fait la théorie que toi, quoi. Mais donc c'est comme ça qu'on tombe sur Lénine.
j'ai un peu trop de notes, je vais passer des trucs. Parce que je voulais amener un deuxième point qui est, bon, une fois que tu as les mines, qu'est-ce que tu en fais et un autre truc qui ressort beaucoup là je vais citer que faire en fait, mais qui ressort partout dans Lénine, c'est que Lénine, c'est un penseur du courant chaud, c'est quelqu'un qui pense qu'il faut faire de l'action politique pour créer de la conscience de classe. Que la conscience de classe, elle ne se forme pas toute seule. Et alors nous, on en tient une interprétation qui guide beaucoup notre action. Nous, en tant que jeunes POP, on va chercher de l'action politique partout où on peut la trouver pour politiser à partir de ça. On cherche des points de tension sur lesquels on peut aller faire de l'agitation. Et donc pour nous, alors c'est là qu'on justifie que pour nous, il n'y a pas de lutte sectorielle extra-politique. Tout doit être dans la sphère du politique et on va prendre la parole sur tous les sujets, mais on va prendre la parole sur tous les sujets comme des communistes. Et ça, c'est un point stratégique qui, je pense, en tout cas à l'échelle des discussions de classe, par exemple, fait consensus, c'est on va prendre nos sujets et on va dire, ok, c'est quoi la position communiste dessus, on va s'en saisir et on va lutter avec ça. Et c'est quelque chose que tu retrouves dans Lénine, par exemple. Tu lis que faire, il s'embrouille avec des économistes qui pensent qu'il faut faire que de la lutte syndicale parce que la situation n'est pas prête en Russie. Et par exemple, on n'a rien à foutre ces économistes-là vont défendre le fait de ne pas se préoccuper de la question de la police politique en Russie. Parce que le tsarisme, c'est pas le vrai. Nous, on ne pense pas. On pense que. Enfin, Lénine pense que non. Lénine pense qu'il faut se préoccuper de ces questions qui sont fondamentalement politiques. Et nous, on pense que c'est vrai, du coup, la plupart des questions sociétales contemporaines, mais il faut les adopter, les attraper avec un angle qui est un angle communiste. Et pourquoi il faut les attraper, c'est aussi une question stratégique. C'est parce que si tu regardes la jeunesse maintenant, tu n'as pas une grande frange de la jeunesse qui se dit « Ah, on m'extrait de la plus-value, je suis exploité ». Concrètement, enfin, tu parles à des jeunes, tu ne trouves pas ça. Donc nous, en tant que mouvement de jeunesse, on voit « Ah, ok, il y a des jeunes qui se mobilisent pour la Palestine. » Là, c'est très fortement d'actualité, là, maintenant. Tu as des jeunes qui sont féministes, tu as des jeunes qui se sont mobilisés pour le climat, même si bon, là, il n'a pas l'air d'être tombé. Nous, on pense qu'il faut, sur la plupart de ces thématiques, on peut amener une analyse qui est similaire, mais qui est une analyse communiste, qui marche mieux, qui permet de penser la structure totalement, et puis surtout d'amener un projet révolutionnaire là où toutes ces pensées qui sont juste sectorielles, où tu regardes juste une problématique toute seule, et tu la sors de la politique, c'est des trucs qui te forcent à penser en fait, avec une forme de spontanéisme, et ça t'empêche d'être révolutionnaire, ça t'empêche de voir plus loin que ton petit bout de problématique. Et donc nous, on se voit beaucoup de ça, c'est ça qui nous guide largement. Merci beaucoup. Dites-moi, on finit ce tour de table avec Anaïs, et puis ensuite, la parole est à vous pour des témoignages aussi ou des questions. Anaïs, je le disais, tu as été présidente du POP vaudois, tu l'as été pendant 4 ans. Est-ce que ton engagement, là aussi, n'est pas le produit d'un cheminement intellectuel, mais de l'expérience des rapports de travail? Oui, alors bon, c'est un petit peu les deux, mais je dirais clairement que mon engagement politique, à la base, oui, c'est issu de mon expérience personnelle et très centrée sur les rapports de travail que j'ai pu vivre. C'est vrai que moi, si je refais un petit peu mon parcours, je viens pas d'un milieu très, très politisé. Je viens d'une famille, voilà, quand j'étais enfant, qui était sans doute modeste, avec ma mère qui est suissesse et puis mon père qui est d'origine roumaine. Mes parents se sont rencontrés en Roumanie, donc sous la Roumanie de Ceausescu à l'époque. Et donc finalement, quand j'étais enfant, même si c'était dans ma famille peu politisée globalement, mais finalement les seules images que je pouvais avoir du socialisme, notamment en Roumanie, c'était seulement une sorte de discours rapporté quelque part, et puis soit de la part de mon père ou des grands-parents, mais là encore avec des visions un petit peu différentes, c'est-à-dire mes grands-parents en Roumanie, à Bucarest, qui avaient plutôt la vision de ils ont pu bénéficier d'un logement stable, étant donné que mon grand-père était aussi à l'emploi de fonctionnaire dans l'armée. C'était plutôt cette vision, sécurité de l'emploi, logement, des prestations finalement sociales qui ont pu être amenées, et puis la vision plutôt rapportée de mon père qui était plutôt, cette période-là,
Quand moi j'étais enfant, évidemment, le discours rapporté était plutôt associé à finalement des événements très rétrogrades, rien qui reste à cautionner pour le futur, comme modèle politique ou social. Donc voilà, moi j'ai grandi vaguement avec cette image de fond, on va dire, sans que ça prenne vraiment une importance très grande. Mais ensuite, par la suite, voilà, moi j'ai très tôt travaillé, dès mes 14-15 ans en fait. Et puis j'ai cumulé des différents emplois. J'ai aussi eu très jeune ma fille, et puis en cumulant aussi des emplois très précaires sur la chaîne de restauration, dans la vente, j'ai travaillé aussi dans l'industrie. Enfin voilà, c'est toutes ces expériences de travail qui ensuite ont conduit à sentir finalement ces graves dysfonctionnements sans que j'ai forcément à cette époque-là les mots, une vision, on va dire, marxiste. Donc je ne parlais pas du tout à cette époque d'un système capitaliste qui exploiterait ma plus-value, mais enfin, c'est un petit peu comme le disait Titouan après coup, que finalement, en faisant après, en se politisant, sur la base de ces expériences-là, en voulant m'engager du fait de cette rage finalement qui montait, mais comme on l'a dit avant, c'est pas parce qu'on a une rage qu'on a une vision de gauche, hein. Il faut vraiment la construire, il faut se politiser, il faut s'instruire aussi, et c'est vrai que je l'ai un petit peu fait, je pense, dans mon coin, tout simplement, mais avec vraiment cette volonté de m'engager et de m'engager dans un parti politique, ce qui n'est pas forcément, je pense, pour ma génération non plus le plus courant, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai 32 ans, je pense que voilà, j'aurais pu faire partie de ces gens quelque part qui auraient pu se trouver à canaliser un petit peu cette rage plutôt dans des aspects plutôt mouvmentistes, voire même associatifs, enfin voilà, être plutôt dans cette optique-là. Ça n'a pas été le cas parce que j'ai, je pense, toujours eu cette vision que finalement, si on veut, si on a vraiment un objectif révolutionnaire, il faut avoir une organisation extrêmement structurée et efficace. Et donc, il faut trouver le bon format d'organisation, le format d'organisation juste pour mener à bien cet objectif, en fait. Et donc, je pense que c'est pas forcément courant d'être passé par ce cheminement-là, mais je pense que j'aurais pu aussi, puisque j'ai voulu finalement apprendre politiquement le fonctionnement du système politique, économique, etc. Et donc, ça m'a mené aussi à mener des études. Et je pense que justement, j'aurais pu tomber dans ce volet d'autres organisations en politique concurrentes, on va dire. J'y suis pas allée, justement parce que je voyais les graves défauts en fait, d'une trop grande dépendance des milieux universitaires vers tous les mouvements communistes trop dépendants des logiques universitaires et qui s'éloignent en fait vraiment des classes travailleuses. Bien sûr qu'on a le concurrent du POP qui existe en parallèle, mais finalement, vraiment naturellement, je suis allée au POP pour cette raison-là, je pense que j'ai clairement identifié que c'était le seul parti avec un objectif vraiment révolutionnaire qui a vraiment en fait cet ancrage au sein des classes travailleuses et qui a cette capacité vraiment de potentiellement, en potentialité, je ne dis pas aujourd'hui, mais qui a potentiellement cette capacité vraiment à toucher les masses et à être organisé. Et je pense que voilà, on retrouve dans le parti aussi cette conception léniniste dont on a vraiment hérité, 100 ans après, avec des concepts d'organisation fondamentaux. Je pense déjà à la conception du parti en soi, je pense au centralisme démocratique, même si dans la pratique il peut être ce qu'il est. Enfin, je pense pour un certain nombre de camarades, c'est des choses qui sont toujours importantes aujourd'hui et puis qui nous distinguent clairement d'autres organisations concurrentes. Merci beaucoup Anaïs. Peut-être
Encore un point, tu évoquais l'origine romaine de ton père, celle de tes grands-parents paternels. Tu es né après la chute du mur de Berlin, et je crois que tu fais un constat qui n'est peut-être pas tout à fait général, mais un constat que d'autres font aussi. L'expérience soviétique est vue moins négativement par les gens de ta génération, dans les sections du POP que tu as pu connaître, que chez les militants plus âgés. Comment tu t'expliques la chose? Voilà, je pense que moi, j'ai pas la même expérience de vie que Marcel, que Marianne, que Jean-Marie. C'est clair que c'est pas des événements qu'on a vécu comme ça dans notre chair. Je veux dire, on en a seulement une image, et soit qu'on a appris, soit qu'on a lu, soit qu'on nous en a parlé. Voilà, c'est forcément une expérience qui n'a pas la même portée, quoi. Ça c'est clair. Mais c'est aussi pour ça que je pense que c'est important aussi d'avoir des générations comme ça qui sont peut-être capables d'avoir un certain recul, qui, voilà, sans tomber dans une sorte de fétichisme du passé, sont capables de tirer le meilleur enseignement aussi de l'histoire, le bon, le moins bon, et puis de prendre tout ça et puis de vraiment pouvoir jeter les pistes pour l'avenir. Avec toujours en fait le même objectif révolutionnaire. Ça ne change pas. Le socle aussi, je pense, idéologique, théorique, et puis les enseignements d'histoire, on les a aussi. Notre vécu est différent, donc peut-être nos crispations sur certains points sont peut-être différents, mais je pense que c'est une force. Merci beaucoup. Alors, la parole à ceux qui la veulent. Merci beaucoup, camarade, pour ce témoignage. Moi, j'ai une question qui, du coup, s'adresse à tout le monde, pour répondre plutôt l'un après l'autre. Mais moi, je suis dans les jeunes du parti, plus au POP qu'au jeune peuple, mais enfin, je suis pas très vieux, quoi. Et pour autant, moi, comment j'ai été élevé, j'ai beaucoup cette tradition de respect des aînés. Et dès que j'ai l'occasion en fait, de demander à nos aînés du parti de raconter leur militantisme, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont pensé de tel événement à telle époque, c'est une énorme source d'inspiration pour moi, j'adore ça. Et j'aimerais un petit peu, pour faire le contre-pied au clash générationnel qu'on essaye d'imposer aujourd'hui en disant qu'il y a des scissions entre les vieux et les jeunes, je ne parle pas spécialement de la politique, mais essayer de monter les générations les unes contre les autres. J'aimerais un peu vous demander à tous, qu'est-ce que vous avez pensé déjà des intervenants pour les plus jeunes, des intervenants plus vieux, et pour les plus vieux, les intervenants plus jeunes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont dit, et comment vous voyez l'autre génération dans son militantisme, au sein du parti, etc. Ça m'intéresserait. Voilà. C'est l'expérience, comme du vieux cure-dent, généralement les gens ne veulent pas forcément s'en servir. Donc des fois j'ai l'impression d'être un peu moraliste, même si je rigole. L'expérience, ton prénom Naïs, elle était intéressante pour moi, parce que dans la situation actuelle que je définissais tout à l'heure, il n'y a pas de méthode pour recruter des gens, c'est intéressant de voir comment les jeunes dans la situation actuelle, ils sont venus au Parti du Travail, au POP, et puis on y en a qui voulu s'appeler communistes parce que c'était plus révolutionnaire, mais en fin de compte, le Parti du Travail belge fait des bons résultats, c'est le travail qu'on fait, nous c'est historiquement, POP, Partei des Arbeits, que tu t'appelles communiste révolutionnaire, Ligue marxiste révolutionnaire, tu ne fais pas plus de voix que le peuple, il ne te suivra pas forcément. Mais en tout cas, l'expérience des jeunes, pour moi, elle est importante parce que dans la situation actuelle, je me rappelle, ça ne va pas être facile. Chacun votre tour. C'est marrant parce que les générations, elles sont différentes. Toi, tu es aussi d'une autre génération. Ce que tu racontes sur les événements de Hongrie et les attaques de la droite contre le Parti du Travail, moi, j'ai plus du tout vécu ça en 68. Tu vois, on a quoi, 10 ans de différence. Donc, parce qu'on l'avait condamné, parce que c'était une autre ambiance, etc. Puis, par rapport aux jeunes, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi, j'ai aussi été, quand j'ai adhéré au parti à 19 ans,
on avait des générations, les Muret, les Forêt, les Sic, on avait 60-70, on n'avait pas les mêmes manières de faire non plus. Et puis on débattait beaucoup. Ce qui était génial avec nos vieux de l'époque, et je pense en particulier à Muret, c'est que tu sortais pas d'une séance sans aller t'asseoir au bistrot, puis à passer 1 heure à débattre. Et puis à débattre sèchement. Il pouvait, mais comme Lénine un peu, peut-être. Ah mais Lénine, il débattait sèchement. Vous regardez les lettres avec Rosa Luxembourg, politiquement, c'était incisif, mais c'était en même temps plein de respect, ça débattait, puis ça tranchait au Congrès. C'était ça la différence avec Staline. Ça tranchait pas dans les camps, ça tranchait au Congrès. Voilà. Et puis, avec Muret, c'était ça. Il me disait, mais t'es petit con, t'as rien compris. Et puis, tu savais, moi j'avais 20 ans, 21 ans, lui il en avait 70, il était conseiller national, rédacteur en chef de la Beauvrière. La première fois, tu es un peu surpris, tu n'oses déjà pas tutoyer, puis après, tu sais qu'il faut répondre, puis qu'il y a un clin d'œil qui s'allume, puis qu'il faut y aller, puis que tu apprends à débattre. Et puis ça, le temps qu'ils avaient pour discuter, c'était génial. J'espère qu'on l'a, quoi. Voilà. Mais autrement, c'est intéressant ce que tu dis sur... tu n'as pas besoin de lire la ligne pour te dire le mouvementisme de la foi, quoi. Moi, je ne sais pas, non plus on ne lisait pas. Mais l'impression, moi, ce qui m'est resté, c'est qu'il faut un parti. Voilà. Et puis, même s'il y a des mouvements à côté, puis qu'il faut qu'on soit dedans, qu'on ait des camarades qui soient dedans, qu'on soit en lien, mais qu'il faut un parti qui ait une vision globale des choses. Et puis, la vision sur les pays socialistes, je peux comprendre la nostalgie. Hein, tu as ton t-shirt CCCP. Je peux comprendre la nostalgie. Moi, pour avoir bien connu l'Allemagne de l'Est, il y a eu un courant de nostalgie hyper fort. L'impression de s'être fait déposséder de quelque chose. Mais le quelque chose, c'était pas le socialisme existant. Enfin, c'était en partie ça, mais c'était aussi la croyance et la volonté que tu allais pouvoir l'améliorer, en faire un vrai socialisme, avec beaucoup plus de participation des gens. Et puis ça a été... C'est vrai que c'est tombé... Ce qui est fou, en fait, dans les pays ex-socialistes, disons, c'est la façon dont ils sont tombés. La façon dont... C'est là qu'on voit que ça ne marchait pas. Un bouquin que je vous recommande vivement sur Octobre, donc j'ai adoré relire, c'est Lucien Sèvres, Octobre 17, une lecture très critique de l'historiographie de 2000 ans. Ça rappelle, tu l'as dit, Mathieu, à quel point c'était fondamentalement une révolution, mais essentielle et impressionnante. En peu de temps, ils avaient tout changé. Ils avaient foutu en bas la noblesse, l'église, la bourgeoisie, les propriétaires fonciers. Ils avaient l'égalité homme-femme, l'avortement, tout ça, c'est absolument dingue. Puis en même temps, comment tout ça dérape? Et puis, nous, c'était ça les questions. Nous, on était dans le dérapage, parce que Sèvres, il dit, lui, à un moment, il allait dans un congrès sous Brejnev, puis il dit, j'avais un parti qui était je ne sais pas comment il a dit, mort debout. Il a dit, puis c'était ça un peu. Puis la preuve, d'ailleurs, c'est que c'est tombé sans... Tu ne comprends pas, les ouvriers ne sont pas allés défendre leurs usines nationalisées quand elles ont été privatisées. Enfin, non. Personne n'est monté défendre des choses. Donc il y avait une espèce de... Ouais, nous on était dans ce désespoir, on se dit, ça se passe, on ne pensait pas qu'il allait se passer ça. Je pense, moi, contrairement peut-être à d'autres, que Gorbatchev ne pensait pas non plus qu'il allait se passer ça. Vraiment, et puis il se passe ça. Donc c'est que ça ne marchait pas. Si ça avait marché, les gens seraient montés au barricade pour défendre. Mais comment on fait, nous, pour changer le monde? Et puis où c'est que ça a bédé, quoi, effectivement? Où c'est que ça a dérapé? Comment on fait pour prétendre changer le monde sans que ça aboutisse à une catastrophe? Puis c'était ça notre débat, quand même, de se dire, où ça a commencé la dérive? Moi, je suis persuadée que ce n'est pas Lénine, qu'il ne faut pas acheter Lénine, que c'est après que ça a dérapé. Il y avait sûrement, cependant, des tendances chez Lénine aussi. Dans les débats avec Rosa Luxembourg, c'est intéressant aussi. Elle met en question le rôle de la violence. Est-ce qu'il faut la violence, même quand elle répond à une contre-révolution? Même quand on dit elle est que transitoire, elle n'a pas été si transitoire. Et puis voilà. À part ça, merci au théâtre d'avoir pas oublié les femmes. Moi, je parle de Rosa Luxembourg, mais ils n'ont pas oublié Krupskaya, ils n'ont pas oublié Inès Armand, parce que je pense qu'elles apporteraient aussi là-dedans, puis elles ont apporté le personnage de Krupskaya, il est hyper intéressant, on en parle trop peu. Voilà. Mais enfin voilà, moi c'est toutes ces questions qu'on se posait, donc c'est chouette, c'est vraiment tout bien qu'il y ait des jeunes avec d'autres visions, et qu'on puisse partager, échanger. Puis merci de l'organisation, merci Lucas, merci Mathieu
d'organisation de cette soirée, parce que ça permet de partager des choses comme ça. Oui, donc pour revenir, donc les témoignages de militants étaient très intéressants, mais par contre, ils étaient très individuels. Donc on a eu donc des témoignages de chacun qui nous a dit ses motivations, ses expériences. Par contre, on aimerait savoir, puisque le parti c'est une entreprise collective, quel était l'avis de ce parti? Est-ce qu'il y avait une idéologie derrière ce parti? Comment les décisions étaient prises? Est-ce qu'il y avait je veux dire, de la discussion? Parce qu'on a vu que, par exemple, on a eu beaucoup de cas qui ont été cités, où on voit très bien que le parti changeait de cap. Et ce changement de cap, il était motivé par quoi? Par une réflexion à l'intérieur du parti, ou tout simplement parce que c'était dans l'air du temps? Voilà. Quel était ce parti, le PEP ou le Parti socialiste du travail? Quelle était en fait son idéologie? Comment elle s'est positionnée sur les grandes questions de société, sur la contradiction entre le travail et le capital, ce genre de choses. On aimerait aussi voir, disons, de vieux militants, de nous donner cette approche. Voilà. En fait. Alors, on a toujours eu des cours de marxisme, on s'est toujours appuyé sur Marx ou sur Lénine. Simplement que quand Lénine fait la NEP, c'est plus tellement dans une révolutionnaire. Quand le Parti communiste chinois rétablit 80% du capitalisme parce que ça ne marchait pas avec les petits fourneaux, quand les Cubains rétablissent la petite propriété privée parce que ça ne marchait pas, parce que c'était des 500 000 fonctionnaires qui, à un moment donné, la psychologie humaine. Mais nous, la ligne du parti, ça a toujours été, le finalité, c'est la mise en commun des grands moyens de production. Le problème, c'est d'être suivi par les gens qui comprennent que l'écologie, tout ce qu'on veut faire, on ne pourra pas le faire. Et effectivement, la démocratie dans les entreprises, elle a été très rapidement cravatée pour des raisons aussi de cadre, de compétences. Et on a vu qu'à la chute de l'URSS, les gens qui étaient du parti, dans les cadres, ils ont mis la main sur la production, sur les forces productives. Donc, effectivement, j'ai un bouquin de l'Académie des sciences de Moscou, un type qui raconte de plus en plus le peuple amené à travailler collectivement et tout. Mais c'est terrible qu'on ait pu faire un bouquin comme ça alors qu'on allait justement dans le contraire. Il y a une nomenclature qui s'est faite et il y a des gens qui ont su très bien, des mafieux qui ont très bien su utiliser la langue de bois et s'infiltrer dans le parti et prendre des postes importants. Non. Il y a eu, oui, on reparle de 39-45. Mais non, Staline, il avait été averti par Sorg, au Japon, par l'Orchestre Rouge, à Paris, en disant Barbarossa, ce sera telle date, ils vont rentrer en Allemagne. Sans foire et de Staline, il était dans ses grandes pompes. Il a dit c'est pas possible, les Allemands ne nous attaqueront pas avant 4 ans. Et l'armée rouge n'était pas prête. Ils se sont arrêtés à Leningrad et devant Moscou, déjà une première fois, puis à Stalingrad. Mais ils n'auraient pas été aussi loin si, je m'excuse avec des si et des mais, ma tante on aurait, mais c'est la ligne du parti, on l'a toujours été dans une position marxiste, mais avec la réalité. Moi, je parle des gens que j'ai connus en tant que dans les comités de syndicats de typographes, la base, dans les ateliers, la discussion qu'on avait, leurs soucis, quels étaient leurs soucis. À la ligne politique, c'était là-bas, la mise en commun des moyens de production, et puis en bas, il fallait défendre les ouvriers. Et là, ils te suivront ou ils ne te suivront pas. Puis quand je parle des ouvriers, je parle aussi des cols blancs
On a parlé d'un camarade qui était dans les bureaux, que vous le vouliez ou non, il y avait quelque chose de différent entre l'école blanc et les ateliers, quand on était sur les machines, dans le cambouis, décharger des camions, des tonnes de bobines ou des trucs comme ça. On était tous des travailleurs, mais psychologiquement, il y avait une différence, que tu le veuilles ou non. Et c'est comme ça. Maintenant, voilà, je réponds à ta question de cette façon-là. Peut-être que celles et ceux qui veulent ajouter un mot, et on terminera là-dessus, il y aura la possibilité de poursuivre par des échanges informels. On arrive à peu près à l'heure qu'on avait dit. Je le dis avant les dernières prises de parole, il y a un buffet qui vous attend, avec des boissons alcoolisées, non alcoolisées, des pâtes, bolo, vegan, de la salade. Mais avant cela, encore un dernier tour pour celles et ceux qui souhaiteraient répondre à cette importante question. Peut-être juste pour répondre aux camarades, tu dis, est-ce que le changement de position du parti, ça s'est fait à l'intérieur du parti ou sur influence de l'extérieur? J'ai envie de te dire les deux. Un parti, on n'est pas imperméable, on est dans le monde, on est dans la société, il y a des gens qui adhèrent, qui amènent les idées, qui sont aussi influencés par ce qui se passe, mais par contre, puis Marcel, je crois que tu peux le confirmer, tout était débattu. Et c'est vrai qu'il y avait des congrès, il y avait des assemblées générales, il y avait des congrès, en plus cantonaux, on est un parti fédéraliste, on est terriblement, on expliquait à notre camarade belge qu'on est terriblement trop fédéraliste, mais ma foi, c'est comme ça, on n'est jamais arrivé à faire autrement. Quand tu dois débattre 3 heures sur une affiche avec des camarades, tout ça, on n'a tellement pas les mêmes goûts que finalement, enfin voilà, t'arrêtes et tu fais des affiches, quoi. Bon, voilà. Mais c'est pas forcément bien, mais c'est comme ça. Non, mais on débattait, puis les débats, ils n'étaient pas simples, il y a eu des évolutions. À un moment, nos camarades suisses allemands étaient beaucoup plus attachés à l'URSS, beaucoup plus proches de l'URSS, ils étaient beaucoup plus minoritaires. L'Allemagne de l'Est aussi. Ils avaient leur histoire particulière aussi. Le père d'un des dirigeants du parti zurichois avait été décapité à l'âge par les nazis en Allemagne pendant la guerre. Et puis, enfin, voilà, il y avait nos camarades romans, par exemple, ils étaient amis avec Arthur London, ils étaient plus proches de certains milieux critiques au niveau des pays de l'Est. Mais ça se débattait. D'autres positions sont débattues. On était un parti au début, dans les années 70, qui était pro-nucléaire, avec une option de dire c'est la science, l'homme doit maîtriser, on va maîtriser la science, on va maîtriser cette technologie. Puis ça a été des débats durs, ça a été des débats violents. J'entends, voilà, qui ont fait tourner des débats de génération aussi un peu. Hein. Donc, ouais, tout ça se débattait. Il y avait pas, il y avait un centralisé à la fin, il y avait une position du parti, mais les débats on les avait. Après on discute. Les Beresforbund, toutes les milliers des centaines de fonctionnaires ont été virés après 1956 en Suisse alémanique. Nous, on avait des positions syndicales. Quand on avait les congrès du parti, on avait des syndicalistes aussi qui étaient là. On a encore des syndicalistes. Il y en avait beaucoup. Et après 1956, il y a 30 camarades qui ont été virés du comité de syndicat du canton de Genève. On était très forts. On avait même des cellules du parti dans certaines entreprises, avec une majorité de camarades italiens ou espagnols, mais ça existait. Ces camarades-là, ils se sont fait virer. Quand mon épouse, en 1980, a été recherchée du travail, parce qu'elle travaillait dans une fiduciaire, donc elle avait les papiers, elle a fait son apprentissage de grand passage à la Migros. Elle s'est présentée chez Bard, machin des syndicats patronaux. Alors, elle a présenté les papiers, c'est formidable. Votre mari, il travaille où? Il travaille dans l'imprimerie. Qu'est-ce qu'il fait? Il est typographe. Mais il travaille où? À la voie ouvrière. Ah, je m'excuse, madame. Donc ça, c'est un vécu aussi que notre parti, les bourgeois, ils en ont peur. Ils interviewent les gauchistes, excuse-moi, en guillemets, mais chaque fois qu'ils peuvent nous saloper, ils nous salopent. Ils ont peur de nous, même quand on est faible. Voilà, j'ai tout ce que j'ai à vous dire. Alors, on va s'arrêter là.